merci. Et merci d'avoir organisé cette table ronde et toute cette journée, parce que ça nous apporte beaucoup mutuellement. C'est moi en fait qui remercie les intervenants qui ont fait tout le travail avec des présentations effectivement qui croisent beaucoup ces questions de circulation médiatique de l'information et puis une dimension politique de l'information. Alors en vous écoutant, finalement, je vais réagir, mais d'un point de vue très, très partiel, qui est celui de ma discipline. Donc, je suis à l'école de journalisme et de communication à l'université d'Aix-Marseille. Donc, ma discipline, c'est le travail sur les médias et sur la communication. Et effectivement, je suis rattachée au Centre Lambert Elias. Donc, de ce point, je vais réagir de ce point de vue-là, peut-être avec trois points, mais combien de temps on dispose par intervenant? 5 minutes ou... Oui, 5 minutes. 3... Oui. Alors, le premier point sur... je voudrais revenir sur la question de l'infodémie, qui nous intéresse tous, hein, puisqu'on a des questions de Covid ici. Le deuxième point sur l'étude médiatique, justement. Et puis, le troisième point, si c'est possible, de poser quelques questions à nos intervenants, parce que je suis curieuse plutôt sur les questions de méthodologie. Alors, le premier point sur l'infodémie, donc il s'avère qu'on a un projet de recherche collectif qui va débuter l'année prochaine, hein, si on s'appelle MEDIAF, et il y a un axe de recherche qui porte sur la question de la circulation de l'information et de l'infodémie. On a une dizaine de collègues en psychologie sociale, en communication, en médecine, qui travaillent sur ces questions. Alors, la question de l'infodémie que vous avez abordée me fait beaucoup penser à celle qui a été définie en 2020, hein, au moment du Covid, mais en fait, c'est une histoire qui remonte au début des années 2000, et on retrouve beaucoup d'éléments, en fait, dedans. On retrouve la question de la surinformation, et je pense qu'elle peut être mobilisée. Si on ouvre la boîte noire, en fait, si on ouvre cette boîte noire, au-delà de l'actualité de 2020, on va y retrouver la surinformation, on va y retrouver également de la désinformation, mais qui n'est pas forcément intentionnelle, hein. On va y retrouver de la malinformation, qui là, effectivement, va être de la diffusion de fausses informations de manière volontaire. On va y retrouver, ça va aller aussi jusqu'à ce qu'on appelle les fake news en journalisme, en étude des médias. Donc, c'est ces fausses informations qui vont être reliées à des théories là politiques, souvent d'extrême droite, et qui vont jusqu'à des théories complotistes. Avec une dimension temporelle aussi très forte, cette espèce de zone grise où des informations des connaissances scientifiques qui à un moment pouvaient s'avérer correspondre à une réalité scientifique, à des travaux, finalement, on va être infirmé, confirmé, nuancé au fur et à mesure du temps. Donc cette dimension temporelle, elle est aussi très, très importante. Et on voit que dans ces études médiatiques, on retrouve une information qui va être de type scientifique, on va retrouver une grande politisation de l'information, et ça rejoint tout à fait l'approche que vous avez prise à la problématisation du sujet. Une grande politisation, une partie de cette surinformation tient à la politisation du sujet, et puis des débats aussi effectivement médicaux et scientifiques. Donc il n'y a pas que il y a une part de controverse scientifique, mais pas que, finalement. Et on retrouve beaucoup d'autres dimensions. Donc ça, c'était le premier point peut-être sur l'infodémie. Le deuxième point sur l'étude médiatique. Alors, vu du champ de recherche en médias et communication, et ça rejoint un peu ce que vous avez conduit, il y a vraiment une évolution des approches qui étaient médiacentrées, c'est-à-dire centrées sur des médias historiques, presse, radio, TV, etc., vers ce qu'on appelle l'écosystème médiatique qui va élargir vers d'autres sources d'information qui peuvent être les médias du web social, donc ça peut être les RSM, les réseaux sociaux, vous l'avez fait, mais ça peut être aussi des blogs, ça peut être aussi des médias propriétaires, donc il y a une grande diversité. Donc, c'est un moyen finalement de prendre en compte une diversité de sources d'informations et de pouvoir mener des analyses comparatives en sortant d'un médiacentrisme lié aux médias historiques. Voilà, je voulais juste dire ça.
aussi l'importance, quand on parle des médias, par exemple de la presse, il y a la presse de référence nationale, mais on a aussi la presse régionale, par exemple. Et c'est très important, la presse régionale, parce qu'elle ne va pas du tout véhiculer les mêmes contenus, elle ne va pas donner la parole aux mêmes acteurs, pas de la même manière. Donc, si une information qui serait ancrée dans notre territoire ou dans une ville qui est revenue à plusieurs reprises, on va s'intéresser à cette presse qui est souvent moins bien considérée, parce qu'elle est moins glorieuse que la presse de référence, c'est pas Le Monde, c'est pas... mais qui fournit des informations détaillées et qui vont permettre d'aller vers une compréhension, l'épaisseur sociale un petit peu de ce qui se passe dans une ville et à un endroit donné. Et puis prendre en compte les pure players aussi. À Marseille, on a Mars Actu, par exemple, qui peut apporter d'autres approches. Et puis aussi, bien sûr, qui est véhiculé dans ces médias, que ce soit les médias du web social, qui a la parole, à qui on donne la parole. Et la question, par exemple, des inégalités sociales se retrouve beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que sur le web social, on retrouve souvent ceux à qui on ne donne pas la parole. Le Covid long qui a été évoqué, on a un travail en cours, on prend des associations de patients, parce qu'effectivement, ce sont eux qui vont prendre la parole sur le web social et qui n'ont pas forcément la parole, n'ont pas accès finalement à la sphère médiatisée des médias historiques. Donc il y a toutes ces questions-là qui jouent aussi. Alors le troisième point, j'en terminerai là, sur vos travaux qui m'ont beaucoup intéressée. J'aimerais bien des articles, des choses comme ça pour compléter. Ça m'a vraiment beaucoup intéressée. La comparaison que vous avez faite, Emilia, entre l'étude médiatique, si j'ai bien compris, il y a une étude médiatique qui a été menée, et d'autre part, il y a eu aussi entendu un peu le coup, des entretiens qui ont été menés, une enquête en tout cas qui a été menée avec des publics. Donc pour moi, ça fait penser aux approches d'agenda setting, agenda building, où si on cherche à mesurer l'influence de ce qui se dit dans les médias, on essaie de faire le lien finalement pour savoir si ça a eu une influence ou pas sur les personnes. Mais j'ai eu l'impression que pour vous, pas du tout, peut-être, ou que c'était dissocié, c'est-à-dire qu'il y avait la controverse médiatique d'un côté, et puis peut-être un échantillon représentatif d'un autre, et que les deux n'avaient pas de lien, ou pas, ou oui. Voilà, donc ça, c'était vraiment une question. Et puis, vous avez aussi parlé de problèmes qu'il pouvait y avoir d'un point de vue, finalement, d'infrastructure, de plateforme, de comment est-ce qu'on pourrait avoir accès à ces données. Et j'aurais voulu savoir, finalement, vous avez parlé de Twitter, pour la presse, comment vous avez travaillé, et quels sont les outils, finalement, qui pourraient vous être nécessaires. Ça me permet de faire le lien avec mon collègue qui travaille en informatique, en TAL, en linguistique, et qui pourrait être mutualisé, qui pourrait bénéficier aux chercheurs. Donc voilà, je vous remercie. Merci. Je laisse Emilia pour le film, peut-être. Merci beaucoup, j'ai vraiment très court, juste sur les questions actuelles, sur les plateformes. En fait, Twitter est d'ailleurs beaucoup investi dans le domaine des gens qui travaillent sur l'infodémie, parce que l'accès est facile, on peut avoir des grandes masses de données. La presse nationale, au moins pour les sociologues, on y accède quand on n'est pas spécialiste des médias par des portails comme Europresse, sans vraiment respecter forcément toutes les conditions d'usage qui sont généralement d'usage plus trop pour les étudiants, pour des avis documentaires. Donc il y a une limite, et alors, ça peut être aussi une limite disciplinaire. Je n'ai pas forcément la connaissance de tous les outils qui existent, peut-être collectés par d'autres, et pour la presse régionale, certains titres sont disponibles, d'autres non, notamment les pure players. Et donc c'est une remarque sur la limite potentiellement, et selon mes collègues et moi, on recrée au fur et à mesure les bases de données, et les laboratoires suivant leur capacité vont être en mesure de constituer durablement, et il faut l'avoir fait, voire réagir rapidement, notamment dans le cas d'une épidémie comme là. Le Media Lab à Sciences Po a une tradition de constituer des bases de données pour étudier ça, mais c'est un travail de long terme, depuis des dizaines d'années, porté par le financement et des infrastructures maintenues, des techniciens de très bonne qualité, des outils dédiés, et dans d'autres situations, on n'a pas. Donc cela, je vais insister là-dessus, ce point, et après le traitement, j'utilise des éléments combinés à la fois du machine learning, enfin toute l'information scientifique, et puis de la lecture directe. Et juste pour finir, le lien, je suis d'accord, c'est une des limites, mais aussi des limites les plus coûteuses à mettre en œuvre, d'aller faire des entretiens en direct de manière continue avec les lecteurs. Et pour l'instant, on a les deux approches les plus faciles à déployer, l'analyse des données qui sont récupérables, d'autre part la passation de questionnaires,
qui permet de voir les grandes évolutions, cette fois-ci au niveau de la population et les grandes variables. Le lien entre les deux, qui est à mon avis celui que vous mentionnez, qui est important, et c'est une question ouverte. Voilà. On n'a pas déployé en contexte d'urgence, d'autant plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors moi, je ne sais toujours pas si mon micro fonctionne, si un peu, voilà. Et bien peut-être pour poursuivre sur la question des outils, je donne la parole à M. Mignon. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je voudrais plaider, par rapport à votre intervention, je voudrais plaider pour l'idée que, pour l'instant, on bricole beaucoup, chacun de notre côté, à traiter des données de presse et des données de Twitter, et il y a même quelque chose d'assez paradoxal. Alors, avec Brigitte Journal, on fait à peu près la même chose que vous, c'est-à-dire on collecte des articles de presse, on collecte du Twitter, et on utilise des outils de machine learning, bon. Mais en fait, on le fait dans notre coin. Et en fait, je pense qu'il y a au moins 50 équipes en France, si ce n'est plus, quand on voit les publications, qui font exactement la même chose, et il n'y a pas de partage d'informations. Il y a quand même aussi quelque chose de paradoxal. Twitter, c'est quand même une entreprise privée, c'est la seule qui offre une API dans laquelle on peut très facilement, vous l'avez dit, enfin, on va dire assez facilement, collecter l'information, et pas la presse. Et ne parlons pas de la presse régionale qui a souvent des moteurs de recherche qui ne sont pas adéquats. Donc, je pense qu'il y a dans la communauté des sciences humaines et sociales, alors je prends là un peu une casquette que professeur émérite, je suis dans le conseil scientifique de l'infrastructure qui s'appelle Humanine, qui s'occupe de la numérisation. Et il y a là un lieu dans lequel les équipes peuvent s'investir pour se dire, attendez, puisqu'on a des outils, est-ce qu'on peut les partager? Est-ce qu'on peut mettre à la disposition d'autres équipes? Je pourrais prendre comme anecdote qu'on voit passer dans les listes de diffusion. Est-ce que quelqu'un aurait un outil qui permettrait de, sur Twitter, collecter les informations pour compter le nombre de tweets qui ont été retweetés par X? Oui, on a, mais c'est pas disponible comme ça immédiatement. Donc je pense qu'on là, c'est plutôt vers la communauté, vers nous, on a un effort à faire pour pouvoir partager ces informations. On a beaucoup parlé, j'entends beaucoup parler de plateformes en termes médicaux dans les associations. Je pense que nous, chercheurs en sciences humaines et sociales, on a vraiment un très gros effort à faire sur les outils pour le partage des outils, puisqu'on les a développés. Donc voilà, je vais arrêter là. Merci, et je trouve très intéressant de cette perspective que vous ouvrez, qui fait le lien avec la présentation aussi qu'a fait Elisabeth Brun sur ce que font remonter aussi les associations de nécessité d'outils partagés pour un système d'information qui soit commun et voilà, enfin, on retrouve un petit peu du côté du terrain, des chercheurs, ces besoins-là qui émergent. Et dans le temps qui nous reste, je voudrais passer la parole donc à Barthélémy Tozello. On a donc beaucoup parlé Covid cet après-midi, mais beaucoup au prisme de l'adulte et du vécu chez l'adulte. Et c'était intéressant qu'il puisse être présent avec nous pour nous faire un retour du point de vue du pédiatre. Bonjour à tous et à toutes. Merci Julie d'avoir raccroché le débat sur la néonatologie, parce que j'avais un peu de mal à raccrocher d'un coup là, le débat. Effectivement, moi je suis professeur de pédiatrie et chef de service de médecine néonatale à la PHM. Pour autant, je pense que ça va pas être très, très hors sol, ce que je vais vous dire. Parce que on a beaucoup parlé de l'adulte, on a beaucoup parlé des situations dans lesquelles le Covid allait avoir un impact et a eu un impact extrêmement négatif sur les soins, sur les parcours de soins, etc. Et à la grande surprise de peut-être chacun et chacune ici, c'est que la périnatalité n'a pas été une discipline qui a été extrêmement chamboulée par la crise Covid. Je vais m'expliquer, parce que comme ça, dit de cette façon aussi brutale, vous allez me dire mais non, mais c'est pas possible. Mais vous allez voir qu'en fait, on va en retirer des effets extrêmement positifs de cette crise Covid. Alors il n'y a pas que des effets positifs, mais vous allez voir que ce qu'on a essayé de chercher, c'était surtout le côté très positif, et quand c'était positif, comment on allait le conserver dans nos parcours de soins et dans la structuration des équipes. Ça fait plus écho à la table ronde précédente, mais je rejoins ma collègue la dernière intervention avec qui j'ai des liens peut-être lointains sur la psychologie sociale, parce que j'ai beaucoup travaillé avec le LPS et notamment le professeur Lionel Dany, avec qui je travaille toujours, sur ces représentations autour des soins, et notamment ceux autour de la réanimation néonatale. Vous savez que c'est quand même un lieu heuristique
en sciences humaines. Et effectivement, dans ce contexte-là, on a voulu, pendant le premier confinement, essayer d'étudier les organisations de soins autour de la périnatalité, parce qu'on sentait que finalement, ça ne touchait que de très loin, sauf pour les soignants. Je vous dis ça pourquoi ? Parce qu'à cette époque, les nouveau-nés, on ne savait absolument pas s'il y avait une transmission materno-fétale, ce qui est faux actuellement. Est-ce que le fœtus était atteint, in utero, quand la mère était Covid, la patiente enceinte était Covid, etc., etc. Donc il y a eu beaucoup de fantasmes, beaucoup de croyances autour de ça, qui étaient effectivement colportées par des médias. Et il a fallu qu'on s'organise et qu'on voit un tout petit peu ce qu'il en était sur l'organisation des soins face à cette crise Covid en périnatalité. Donc c'était un questionnaire, je vous en passe les détails, mais simplement ce qu'on peut en ressortir, c'est qu'il y avait beaucoup de répondants autour d'un réseau de périnatalité. Donc ce n'était pas que les maternités où il y avait les bébés les plus malades. Et ce qui en ressort, sans faire de trop de suspense, les choses les plus importantes, vous allez voir, c'est les restrictions de visite. Les restrictions de visite, comme on l'a vécu nous, ou comme vous l'avez peut-être vécu pour un proche, a été extrêmement, on va dire, liberticide, ce qui est absolument pas le cas pour les soignants de périnatalité. Je vais m'expliquer. Je pense qu'il y a des mamans dans la salle, et quand on accouche en maternité d'un enfant sain, on a forcément, je retombe sur la première présentation, sur ses besoins préexistants, et effectivement, ça a redonné du sens à tous ces besoins qu'avait une maman qui venait d'accoucher, avec cette nécessité d'avoir du calme, d'avoir du repos, d'avoir du soin, et d'avoir des personnes qui sont là pour l'aider à la mise en place d'un allaitement, etc. Et ça, on parle des bidonvilles et je parle de la maternité. J'essaie de faire un lien comme ça, et c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a mis en évidence que le fait de ne pas avoir la grand-mère, la grande-tante, ou l'oncle très très éloigné qui vient visiter cette maman, c'était une plus-value à la fois pour cette dame et à la fois pour les soignants en termes d'organisation de soins. Et pour vous dire, c'est qu'on en retire actuellement des choses qui ne sont pas à la PHN mis en place, mais dans d'autres structures, c'est-à-dire des restrictions de visite où on n'accueille que le père, voire peut-être un peu la fratrie, mais avec les épidémies saisonnières, je pense que ça va vite redescendre et qu'on va tomber dans que le père. On parle de 3 jours d'hospitalisation. Je ne parle absolument pas des nouveau-nés qui sont hospitalisés 150 jours post-prématurité. C'est pas ça dont je parle. Hein. Je parle vraiment des mères et des pères qui sont papa et maman d'un enfant sain. Donc ça a été quand même assez surprenant de voir que autour, par exemple, des tâches d'association libre, qu'on retombe sur quelque chose qui est extraordinaire, c'est 2 trucs complètement scindés aussi, pour un soignant, entre le personnel et le professionnel. Et je peux vous dire que ça, en termes d'impact, par rapport à l'incertitude, et je rebondis par rapport aux mots qui ont été utilisés dans les présentations, on a eu ce sentiment, à cause de cette incertitude, le professionnel qui venait bien plus impacté que d'habitude sur la vie personnelle, avec un lien extrêmement fort sur l'impact qu'on a sur une vie personnelle et beaucoup moins sur la vie professionnelle. Et c'est ça qui est assez surprenant dans l'enquête en périnatalité. Alors, ça c'était pendant la première vague Covid, là où il y avait le plus d'incertitudes, le premier confinement, où on ne savait absolument pas ce qui allait devenir. Je vous passe la suite avec la vaccination et le nombre de soignants qui ont été mis de côté. Mais effectivement, ça nous a permis, à nous, cette crise Covid, d'avoir des effets extrêmement positifs dans une organisation de soins et dans un parcours de soins, à la fois pour le soignant, mais surtout pour les parents et pour les patients. Donc voilà, je voulais vous faire part de cette expérience et qui fait un petit peu écho à la fois au LPS, mais à la fois aux autres intervenants sur leur façon d'aborder cette crise Covid. Qui permet aussi d'apporter de l'éclairage pour la décision publique d'organisation. Exactement. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on clôture cette table ronde et donc je rends la parole à Jean.